Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien qui a pour invité aujourd'hui M. Henri Bouka, Premier président de la Cour suprême. Monsieur le Premier président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir une fois de plus dans le cadre de cette émission où nous aborderons des sujets ayant trait à votre institution et de manière un peu plus élargie à la distribution de la justice en République du Congo. Certainement qu'à la fin, vous nous direz si le verre est encore dans le fruit ou il a déjà été extirpé du fruit. Avec moi pour vous interroger, Romik Okilas, présentateur de l'émission Mag le Bazar sur Dier TV. Romik, bonjour. Bonjour Bézard. Alors, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, commençons cet entretien par une question d'ordre général. Comment se porte la Cour suprême au moment où nous parlons? Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici au siège de la Cour suprême, la plus haute juridiction nationale. En réalité, la Cour suprême du Congo est une juridiction de cassation. Elle est naturellement notre juridiction suprême en ce qui concerne la cassation. Parce que depuis, elle a perdu la Chambre des comptes, qui désormais est érigée en une juridiction à part entière, c'est la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Et elle a perdu également la Chambre constitutionnelle, qui depuis a été érigée en une juridiction à part entière, qui est la Cour constitutionnelle, ce dont elle ne se plaint point. La Cour se porte bien. Elle est juridiction de cassation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle est juge de la légalité. Elle est juge du contrôle de la légalité des décisions en dernier ressort rendues par les cours d'appel. Et exceptionnellement, lorsque les juridictions d'instance rendent des jugements en premier et dernier ressort, eh bien, ces jugements peuvent être attaqués par la voie du pouvoir en cassation et donc, en ce cas, être portés directement devant la Cour suprême. Pour l'accomplissement de cette mission de contrôle de l'égalité, nous pouvons dire que la Cour se porte bien. Merci pour cette précision, Monsieur le Premier président de la Cour suprême. Alors, lors de l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême en janvier dernier, le président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, déclarait « La justice n'est ni un slogan, ni une vue de l'esprit. Elle est plutôt un besoin réel dont la satisfaction se mesure à partir de ce qu'en disent la cité et les parties impliquées. Une justice libre, indépendante, juste et équitable, rendue par des magistrats à tous égards, digne de confiance, demeure une quête permanente qui privilégie uniquement le triomphe de la règle de droit. » Êtes-vous satisfait de la manière dont la justice est distribuée au Congo depuis le rappel fait par le président de la République? Nous avons fait beaucoup de progrès au plan de ce que nous pouvons considérer comme les valeurs morales que tout juge doit respecter, observer lorsque il s'agit de rendre la justice. Mais la justice est une œuvre humaine. Et en tant qu'œuvre humaine, l'on ne peut pas dire qu'elle soit véritablement parfaite. Mais notre consolation, et la consolation des Congolaises et des Congolais, c'est que le système judiciaire congolais comporte 2 degrés et un niveau de contrôle. Si au premier niveau, au niveau des juridictions d'instance, une affaire a pu être mal jugée, les parties ont pu ne pas être satisfaites de la décision rendue, elles ont la possibilité de porter l'affaire devant des magistrats plus anciens, plus expérimentés, qui ont la présomption de connaître un peu plus, qui sont les juges d'appel, qui examinent à nouveau l'affaire en fait et en droit. Et si à ce niveau-là, les parties continuent à ne point être satisfaites, elles peuvent, si tel est leur intérêt, porter l'affaire devant la juridiction suprême, la Cour suprême.
qui statue en droit seulement. Donc qui contrôle la légalité, qui contrôle si la loi appliquée aux faits, telle que fixée souverainement par le juge du fond, était la bonne loi. Et si cette loi a été bien appliquée. Donc, le mécanisme judiciaire est tel que nous ne sommes pas effrayés par les décisions que rendent les juges. Ce que nous réclamons aux juges du fond, que sont les juridictions d'instance et les juges d'appel, c'est de s'exprimer assez rapidement. C'est-à-dire de prononcer leurs décisions dans des délais que nous appelons, dans notre jargon judiciaire, des délais raisonnables, compris entre 8 mois, 10 mois, 12 mois. On ne devrait pas attendre plus de 15 mois, plus de 18 mois pour que les juges, maintenant que nous sommes assez nombreux, se prononcent et disent le droit entre les parties. Et donc, je peux vous dire que nous avançons. Nous sommes une nation jeune, nous avons notre expérience à bâtir et nous avançons en corrigeant, en colmatant ce qui doit être colmaté et nous avançons bien. Oui, Monsieur le Président, merci. Nous allons nous ouvrir un peu à une réflexion sur un cas précis, celui de M. Aimé Idevert-Moigny, un cas qui suscite beaucoup d'interrogations dans l'opinion congolaise qui veut savoir, parce qu'il s'agit de ce primaire, bien sûr. Alors, après donc une interpellation et un interrogatoire, bien sûr, le 23 mars, à la centrale d'intelligence et de documentation, ce monsieur a été déféré à la maison d'arrêt de Brazzaville le 5 avril. Il serait évacué en Turquie pour des raisons sanitaires. Alors, Monsieur le Président, présentement, se trouve-t-il encore en Turquie? Est-il en cavale? Est-ce qu'il est déjà rentré au pays? Voilà les trois préoccupations qui sont les nôtres. Mais les journalistes, généralement, sont mieux informés que nous. Si vous avez une information nette, vous nous la donnez. Sinon, allons droit au but. Dites-moi ce que vous savez. Nous nous informons auprès de vous, auprès de la justice, parce que c'est une source fiable pour la question. Alors, je vais vous dire la chose suivante. Sans langue de bois. Lorsque une personne malade, une personne faisant l'objet de poursuites en justice est détenue à la maison d'arrêt, qui tombe malade, un détenu malade est évacué en un lieu, dans un pays où il peut avoir de meilleurs soins pour sa santé, choisit de se mettre en cavale. Choisit de se mettre en cavale. Même vous, les journalistes, vous l'appelez un évadé. Un évadé, bien sûr. Donc, il devient évadé. Et quand on devient évadé, on commet une infraction, une nouvelle infraction, pour laquelle on peut être poursuivi et être puni. J'ai regardé dans la loi l'article 245 du Code pénal, une peine pouvant aller de 6 mois à 1 an d'emprisonnement pour le simple fait de s'être évadé. Je voulais simplement vous répondre que les grands hommes ne s'évadent point. Ils s'expliquent devant la justice de leur pays. On peut regarder dans l'histoire, parler de Socrate dans la Grèce antique. On peut parler de Cicéron dans la Rome antique. Dans les temps modernes, mais il y a plusieurs cas. On peut parler de Gandhi, de Nehru. Plus proche de nous, on peut parler de Nelson Mandela. On peut parler, bien sûr, de Napoléon Bonaparte. De lui, Napoléon Bonaparte aussi. Ils sont très nombreux. De Martin Luther King. Les grands hommes ne s'évadent point. On peut parler plus proche de nous, ici, d'Ousmane Sonko, au Sénégal. De Lula da Silva, au Brésil. On peut parler de Václav Havel, en Tchécoslovaquie. Lech Walesa, en Pologne. De Dilma Rousseff, au Brésil. Les grands hommes ne s'évadent point. Alors, comment pouvez-vous expliquer? Alors, ils s'expliquent devant la justice de leur pays. Une personne qui s'est évadée, même dans l'Afrique précoloniale,
c'est une personne qui n'a plus aucun droit. On ne devrait pas parler longuement du cas d'un évadé. La Constitution congolaise fait obligation à l'État du Congo de garantir la santé à tous les citoyens. Qu'ils soient libres ou détenus, l'État a le devoir de lui garantir sa santé. Si nous avons un détenu qui a été très malade, qui n'a pas pu avoir des soins adéquats ici, qu'on a évacué dans un autre pays et qui a choisi de se mettre en cavale, on ne devrait pas surfer abondamment sur son cas. Je pense que ce n'est pas du lieu d'en parler, mais pour satisfaire à votre soif d'informations précises, oui, un inculpé qui s'est évadé, s'il est renvoyé devant la formation de jugement, j'attends d'en être très officiellement informé par la commission d'instruction, qui semble-t-il a rendu un arrêt prononçant le renvoi de l'inculpé Moigny devant la haute cour de justice. Eh bien, il sera jugé même en son absence. En précisant, bien sûr, que jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne le cas de l'inculpé Moigny. Mais les grands hommes ne s'évadent point. Oui, président, les grands hommes, lorsqu'on dit grands hommes, il y a des petits hommes, bien sûr. Ça, on est en mesure de comprendre. Et on n'en parle pas sur un plateau de télévision. Les petits hommes, on n'en parle pas sur un plateau de télévision. Alors, merci bien, président. Peut-être dans le même sens pour édifier cette opinion, parce que vous avez une parole, il faut dire que une parole puissante, et votre information est capitale lorsque vous la donnez à l'opinion sur une question qui porte sur la justice. C'est la raison pour laquelle nous vous lançons ces questions. Merci, président. Alors, Monsieur le Premier Président, une question liée au Kouloula ou bébé noir, qui sont souvent interpellés et détenus dans les services de police et de gendarmerie. Et nous apprenons qu'ils sont massivement gardés dans les lieux étouffants et peu recommandables. Et ce, souvent pour une durée indéterminée. Que pense votre juridiction de cette situation? Est-ce que vous en êtes informé? Et si vous en êtes informé, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons le devoir, lorsque des personnes sont placées en état de détention, de leur garantir un traitement humain. C'est ce que nous essayons de faire avec les moyens qui sont les nôtres. Mais en même temps, nous ne pouvons pas lâcher dans les rues de Brazzaville une horde de délinquants qui pillent, qui tuent, sous quelque prétexte que ce soit. Aujourd'hui, des lieux ont été aménagés, humainement aménagés, pour accueillir, en les traitant de manière également humaine, certains de nos compatriotes qui ont pu se comporter en violation des lois de la République. La justice organise en ce moment pour que très rapidement toutes ces personnes soient jugées. Et Monsieur le ministre de la Justice présentement travaille avec l'ensemble des magistrats pour regarder au cas par cas toutes ces questions-là. Donc il n'y a pas de traitement inhumain dans les lieux de détention. On a certainement quelques pléthores que nous regrettons et nous travaillons à trouver les solutions qui conviennent en adéquation avec les lois de la République pour déflater, pour désencombrer nos lieux de détention. Les plus hautes autorités du pays ont s'est informées et les instructions ont été données. Je peux en faire le témoignage, mais on ne construit pas une maison d'arrêt ayant une capacité d'accueil de 500 personnes en une journée. L'État congolais y travaille. Dans un avenir très proche, on pourra assurer une détention encore plus humaine à nos
compatriotes qui ont pu se mettre en travers des lois de la République. Mais ce sont des délinquants. Des délinquants, il faut aussi le savoir, qui menacent la sérénité, la paix publique, la tranquillité publique. Mais ils sont gardés dans des conditions, à mon avis, tout à fait acceptables et humaines. Mais il ne faut pas demander que lorsqu'on est détenu, qu'on vous donne le caviar à manger chaque matin. Monsieur le Président, les détournements des fonds publics sont devenus une mode, hein, et même un phénomène dans notre société. D'abord, les services de police le démontrent à tout moment, à travers les interpellations, et nous-mêmes, la presse, nous suivons de près ces dossiers. La question, pourquoi les parquets de Brazzaville et Pointe-Noire ne s'auto-saisissent pas souvent de ces présumés cas de détournement des fonds publics, surtout lorsque ces suspects sont interpellés par la CID? Il semble que la CID a plus de travail que la justice. Vous savez, j'allais vous dire que c'est le délire dogmatique qui fait répandre l'opinion qu'il y a dans tous les bureaux des prédateurs qui détournent les fonds, qu'il faut poursuivre, jeter en prison. C'est dangereux dans un État comme le nôtre de penser ainsi. C'est faire l'écho à ce délire dogmatique qui n'est pas toujours l'expression de la vérité. La justice pénale a une mission très importante, on n'y fait pas attention, c'est la mission de dissuasion. C'est l'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête de tout le monde et qui peut fondre sur vous à tout moment. Et donc chacun fait attention. Donc les cas de détournement ne courent pas les rues, comme le dit le citoyen Landa. Et pour les quelques cas que nous constatons. Cela dit, ceux qui ont été pris dans les mailles du filet, ceux-là, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, les procédures sont en cours, je peux vous le dire. La loi congolaise ne permet pas que nous rendions tous les jours compte des actes qui s'accomplissent, des diligences qui sont effectuées dans les cabinets d'instruction ou devant les formations de jugement. Parce qu'à ce stade-là, les personnes suspectées sont certes poursuivies, mais elles bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Il ne faut pas non plus, avant jugement, les présenter comme des prédateurs, alors qu'à la fin de l'instruction ou à la fin de la procédure de jugement, elles peuvent être déclarées non coupables. J'ai demandé à Pointe-Noire il y a 2 jours, sur le procureur général, je parle sur son contrôle, c'est l'officier supérieur de poursuite lorsqu'il y a une infraction ou la pénale de la République. Nous avons à Pointe-Noire un peu plus de 10 procédures en cours. Et à Brazzaville également, nous avons plus aussi de 10 procédures en cours. Donc les poursuites ont lieu et l'impunité n'est acquise à l'égard de personnes, je peux vous le dire, devant mes collègues qui m'écoutent. Voilà. Donc il est faux de penser qu'on interpelle les gens et puis la justice ne fait rien. Si nous faisons un travail, nous approfondissons les enquêtes, nous écoutons les personnes mises en cause, nous faisons les recoupements nécessaires pour établir qu'effectivement la personne suspectée, la personne inculpée, désignée comme ayant commis des faits contraires aux lois de la République, les a véritablement commis. Il nous faut le temps et pour cela il faut travailler dans la sérénité et non dans la précipitation. Mais lorsque l'institution est terminée en matière de crimes économiques, bien, ces personnes-là sont renvoyées devant les formations de jugement. Et même à ce niveau-là, elles continuent à bénéficier toujours de cette présomption d'innocence. Tant qu'on n'est pas devant la justice, on ne sait pas ce que c'est que la présomption d'innocence. Mais quand on y est, on s'y trouve, on se dit oui, il faut qu'on me traite avec considération parce que je suis une personne humaine. Notre justice est à visage humain. Il faut que j'ai droit à une justice impartiale, juste et adéquate. Et je peux vous dire que nous travaillons à cela. Le problème sur lequel nous devrions revenir tout le temps, ce sont les délais. Ce sont les délais. Et je dois reconnaître que parfois, nous n'allons pas
très vite. Mais c'est dû parfois la complexité des affaires. Mais on y travaille. On va corriger ces questions de délai. Et je peux vous assurer que la justice est en train de redorer comme il convient son blason. Une question en rapport avec la question de Romic, Monsieur le Président. Bon, nous ne sommes pas spécialistes du droit, vous allez nous dire comment ça se passe. Dans les cas de clameurs publiques, on a l'impression que tout de suite, c'est la CID qui s'empare du dossier. Et la justice est quasiment absente. Est-ce que ça doit... C'est ça la démarche légale ou bien la justice peut s'auto-saisir quand il y a clameur publique? Mais la centrale d'intelligence et de documentation comme la police judiciaire, comme la gendarmerie, c'est le bras d'action des magistrats des parquets. Ce sont des fonctionnaires qui travaillent pour eux, sous leur direction. Lorsqu'il y a un fait qui se produit, un fait de nature infractionnelle qui se produit, le fonctionnaire le plus proche du lieu où les faits se sont produits, généralement, c'est le gendarme, c'est le policier, et qui tout de suite se saisit de l'affaire. Il a un pouvoir de saisine d'office. Il se saisit de l'affaire, il rencontre le procureur de la République, qui le charge de poursuivre l'enquête. Et lorsqu'il a terminé son enquête, il transmet le dossier au procureur. Donc, les magistrats des parquets et les policiers, qu'ils soient de la gendarmerie, de la police que nous connaissons, ou encore de cette formation spéciale de la police, ne se disputent pas la connaissance des dossiers. Les dossiers commencent généralement à la police et se terminent ici devant les magistrats. Parfois, lorsque les plaintes sont directement déposées auprès du procureur de la République, il peut choisir, c'est son droit, de les retourner à la police avec des instructions précises de mener l'enquête et de lui rendre compte. Dans la même lancée, le premier magistrat congolais, bien sûr, avait décrété dans ce pays la lutte contre la corruption. Et nous, la presse, nous suivrons de près cette lutte. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, je pense que vous consultez, vous écoutez l'homme de la rue à propos. C'est comme un idéal que tous les Congolais veulent atteindre. Mais ils ont des yeux braqués sur la justice, que l'on veut ou pas, raison pour laquelle nous voulons toujours savoir. On constate l'absence parfois de la justice à ce sujet. Vous avez raison d'insister sur ces questions de corruption, mais il faut se garder de présenter le pays comme une nation de corrompus. Ce serait un grave tort de le faire, parce qu'on aurait eu quelques marginaux. Nous, au niveau de la justice, il y a un an à peu près, nous avons revoqué plus de 10 magistrats. Et on se souvient. Au niveau de la justice. Ouais. Hein. On a revoqué plus de 10 magistrats pour divers motifs. Certains ont pu être revoqués pour des questions de manquement à la morale professionnelle. Bon, est-ce que pour autant, on peut dire que toute la nation est corrompue? Non. Non, je ne m'inscris pas dans cette manière de voir les choses, mais toutes les fois que l'on peut dénoncer, dans les formes qui conviennent, des faits pouvant comporter qualification de corruption, les cours et tribunaux vont instruire et juger. Mais nous ne pouvons malheureusement pas faire écho à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Son discernement parfois. Sur les réseaux sociaux, on attaque tout le monde aussi, hein, vous le savez. Effectivement. Vous de la presse, vous devrez vous organiser pour mieux les contrôler. Merci. Non, nous disons que dans les milieux judiciaires, est-ce qu'il y a des manquements? C'est possible. Est-ce que les chefs en sont informés? Si nous en sommes informés, immédiatement nous déclenchons les procédures disciplinaires, sans préjudice des procédures pénales qui vont suivre. Voilà ce que je peux à ce sujet vous dire. Si un magistrat, pour accomplir un acte de sa fonction,
vous a demandé de lui tendre la main, venez vous en plaindre auprès du Premier président, qui est le président de la commission de discipline, ou auprès du ministre de la Justice, ou de tout autre magistrat. Dès que nous en sommes informés, nous pouvons déclencher les procédures qui conviennent. Mais je ne vous encourage pas à soutenir ceux-là qui veulent présenter la nation comme une nation dans laquelle sévissent des actes récurrents de corruption. Généralement, ce sont quelques marginaux qui causent du tort à tout le monde. Mais il y a des magistrats honnêtes. Mes collègues m'écoutent, c'est mon discours de tous les jours. Quand nous jugeons la Cour suprême, ici, dans chaque affaire, nous délibérons, mes collègues sont là. Il n'y a pas moyen de ne pas rendre une bonne justice. Donc on peut continuer encore à faire confiance à notre système de justice, pourvu bien entendu que les jugements soient rendus dans des délais qui permettent aux parties de faire les contestations qu'elles jugent utile de faire. Et que la Cour d'appel, saisie par la voie de l'appel, se prononce elle aussi vite. Et que nous, au niveau de la Cour suprême, nous examinions pour rejeter ou pour casser. C'est de cette manière que fonctionne un bon système et qui permet de rattraper, de corriger toutes les erreurs, toutes les faiblesses, tous les manquements. Et nous travaillons à cela. Nous travaillons véritablement à cela. Et nous croyons que nous allons y parvenir. J'en suis personnellement très sûr, et mes collègues qui sont autour de moi peuvent vous dire que c'est son langage, le langage du Premier président, le discours de tous les jours du Premier président. Merci. Abordons à présent le volet lié à la réforme des instruments juridiques dont vous vous servez au quotidien dans votre office. Je citerai par exemple le Code de procédure civile, le Code civil, le Code de la famille, j'en passe. Lors d'un entretien que nous avons eu ici avec vous, vous nous aviez dit que vous étiez favorable à une réforme ciblée, plutôt que d'une réforme totale de tous ces textes-là. Est-ce que ce travail a déjà été amorcé? Si oui, où est-ce que vous en êtes? Oui, il faut réformer. Toutes les nations du monde travaillent à corriger l'existant, à l'améliorer pour mieux avancer. Et les lois ne sont point immuables. Lorsqu'une loi a été édictée, votée, et qu'elle est entrée en application, on devrait, au bout d'un certain temps, en faire l'évaluation. Pour savoir si on la maintient au l'état, si on l'abroge, ou si on la corrige pour l'adapter aux circonstances. Ce sont les réformes. Dans tous les secteurs, il n'y a pas que la justice. Un État qui ne réforme pas n'a pas d'avenir. Donc nous, au niveau de la justice, nous avons une loi que nous appelons le Code de procédure civile, qui est une loi de 83, je crois. Alexandra, oui. Et il approuve. Nous sommes en 2024, donc c'est une vieille loi. On devrait la regarder, faire le bilan, voir ce que l'on doit consolider, ce qu'on doit abandonner et ce qui doit être corrigé pour mieux avancer. Nous avons le Code de procédure pénale qui est une loi de 63. Nous devons regarder également. Il en est de même du Code pénal, du Code de la famille, de toutes nos lois. Nous pensons au niveau de la Cour que ce qui est le plus efficace, ce serait de faire des réformes ciblées. Et aujourd'hui, nous en avons beaucoup à faire. Notre mission en tant que juge sur le terrain, c'est d'indiquer aux gouvernants quelles sont les faiblesses que nous constatons. Il leur appartient de faire examiner nos propositions par le service technique afin que celles-ci soient transformées en projet de loi et envoyées devant notre Parlement. Mais il faut réformer. Si on ne réforme pas, on n'avance pas. Monsieur le Président, lorsque nous venons ici au Palais de Justice, nous nous intéressons aussi au cadre de travail.
dernièrement, lorsque nous étions ici pour l'entretien, vous aviez engagé des travaux de remise à nouveau de ce cadre, de vos bâtiments, tout. Nous constatons que, lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a un chantier. Alors, dites-nous, où est-ce que vous en êtes dans le cadre de la réfection des bâtiments, la rénovation de votre cadre de travail? Eh bien, je pourrais ajouter... Ça va toujours dans le sens de la bonne distribution de la justice. Oui, le pays a connu beaucoup de travaux de modernisation. Et ça, c'est un vieux bijou que nous avons. Et la tendance est d'aller vers une bonne justice pour un beau cadre. Mais le palais, le bâtiment, c'est un bâtiment impérissable, éternel. Nous sommes en train de restaurer le bâtiment pour que véritablement le palais soit classé comme un patrimoine congolais à préserver et à soigner. Voilà ce que nous pouvons vous dire. Mais le palais est beau, hein, il semble qu'il est de plus en plus beau. Effectivement. Mais il sera encore plus beau. Président, vous avez l'expérience de votre domaine, vous êtes un nom, en tout cas il faut le dire, vous êtes un nom. Vous connaissez bien la justice congolaise. Alors, quel est votre rêve pour notre justice? Je ne m'attendais pas, je vous l'avoue, à pareille question. Mon rêve, oui, si j'avais un rêve, ce serait de voir notre système de justice dans cette nation jeune devenir de plus en plus performant. La performance est à travers le jugement rapide, l'exercice par les parties des voies de recours, le jugement rapide par les juridictions d'appel et, en cas de pourvoi, le jugement rapide, adéquat et pertinent par les juges de cassation. Autre souhait, autre rêve, c'est de faire aboutir la réforme du casier judiciaire, qui était très largement en cours, puisque le président du Conseil supérieur de la magistrature lui-même a affecté des magistrats spécialement à la tâche. Ce travail se fait. Nous pensons qu'il faut réformer également le casier judiciaire. Nous pensons qu'il faut simplifier les pistes d'exécution. Monsieur le Président, votre réponse m'inspire une question. Vous insistez souvent sur la réforme du casier judiciaire. Qu'est-ce que vous reprochez au casier judiciaire dans sa forme actuelle et quelle est votre vision par rapport à cette réforme? D'abord, il faut le simplifier. Le casier judiciaire aujourd'hui est adossé sur les tribunaux de grande instance du lieu de naissance de la personne condamnée. C'est-à-dire, si une personne qui est née à Pointe-Noire est condamnée par le tribunal de grande instance de Ouesso, eh bien, l'excès du casier judiciaire va repartir à Pointe-Noire. Et une personne qui est née on va dire à Kélé, si elle est condamnée par le tribunal de grande instance de Brazzaville, l'extrait va repartir à Ivo. C'est trop compliqué. On peut simplifier et décider que tous les casiers judiciaires de tous les condamnés vont alimenter une base qui sera située dans telle localité. De sorte que toutes les condamnations qu'elles aient été prononcées par Brazzaville, Ouando, Ouesso, eh bien tous les casiers judiciaires sont conservés en un seul endroit et c'est à ce service qu'on va demander en cas de besoin de nous envoyer un extrait du casier judiciaire. C'est plus simple. C'est plus simple, c'est plus efficace. La première réforme à faire, c'est celle-là, mais il suffit simplement de changer. En 2 mots, on change la rédaction de la loi et on dit désormais tous les casiers judiciaires vont être, quand on est condamné, le casier judiciaire, la fiche va être transmise à Kélé où se trouve notre casier judiciaire central. Et c'est plus facile, c'est plus commode pour nous. Mais nous avons aussi ce que nous appelons les pièces d'exécution qui nous permettent de recouvrer les amendes, les frais de justice. Là aussi, il y a une réforme à mener courageusement pour simplifier ces pièces et faire en sorte que le recouvrement des amendes soit effectif. Voilà. Ce sont nos paris, ce sont nos défis, ce sont nos challenges. Nous travaillons à les faire aboutir.
Dernière question, Monsieur le Président. Le Président de la République, devant le Conseil supérieur de la magistrature, parlant bien sûr des faiblesses de la justice, avait indiqué que le ver était dans le fruit. À ce jour, Monsieur le Président, peut-on dire que le ver demeure dans le fruit, toujours, ou le ver est déjà extirpé du fruit? Nous travaillons à rendre le fruit comestible. C'est bien dit. C'est notre travail de tous les jours, de tous les instants. Nous avons très bien écouté ce qu'avait dit le président du Conseil. Ce sont des directives permanentes. Mais nous travaillons à faire que l'on puisse manger le fruit sans inquiétude. Merci. Alors, c'est la fin de cet entretien. Il vous appartient, Monsieur le Président, de le conclure. Merci de nous avoir donné cette belle opportunité d'échanger avec la presse. Nous voulions dire au nom de tous que, comme beaucoup de nations, nous sommes une nation jeune. Et notre système de justice a besoin d'être soutenu par l'ensemble que nous constituons. Il n'a pas besoin d'être décrié et fragilisé. Soutenons-le. C'est ce que nous faisons tous les jours. De quelle manière? Eh bien, en indiquant aux jeunes la voie à suivre, à partir des directives précises que nous donne tout le temps le président du Conseil lui-même. Le président du Conseil a parlé en 2021, en 2022, en 2024, avant, et il a balisé la voie que doivent suivre les magistrats au plan moral, au plan de leur engagement à travailler avec abnégation pour qu'il y ait dans notre pays une justice véritablement prévisible. Et la justice prévisible a droit de citer. Elle est là. Je ne veux pas dire qu'elle adviendra. Elle est là. C'est l'une des missions sacrées de notre juridiction de cassation. De veiller à ce que toutes les décisions soient des décisions pertinentes, rendues en adéquation avec les lois applicables au cas d'espèce, portées devant les juges, portées devant les causes tribunaux. C'est cet appel à croire en notre système, qui est un bon système. Le reste, c'est une question de faiblesse des hommes, mais nous corrigeons cela. Au fur et à mesure, nous corrigeons pour avancer. Merci. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu M. Henri Bouka, Premier Président de la Cour suprême. L'entretien que j'ai mené avec plaisir avec Romy Kokilas, présentateur de l'émission Mag le Bazar, l'émission qui est diffusée sur la chaîne d'IRTV. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Télé Congo. À la prochaine.